Le message arriva à 23h47, exactement 3 minutes après que j'eus jeté la dernière pelletée de terre sur son cercueil. Mon téléphone vibra dans ma poche, illuminant l'obscurité du cimetière d'un éclat bleuâtre familier. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû jeter l'appareil dans la tombe avec elle. Tu m'as oublié si vite? Mes mains tremblèrent en lisant ces mots. Le numéro qui s'affichait était le sien, celui que j'avais éteint définitivement, avant de le glisser dans ses mains froides, avant de refermer le couvercle de chêne pour l'éternité, celui qui reposait maintenant sous 2 mètres de terre humide dans le caveau familial des Moreau. Elle avait toujours détesté être ignorée. Même morte, Helena refusait le silence. « Réponds-moi, chérie. » Le second message me parvint, alors que je remontais l'allée de gravier vers ma voiture. Mes pas résonnaient dans le vide nocturne, accompagnés par le bruissement des cyprès centenaires. La lune était nouvelle, invisible, laissant les ombres danser librement entre les tombes. À chaque pas, le gravier crissait sous mes chaussures vernies, comme des os broyés. L'air sentait la terre fraîche et les fleurs fanées, mélange écœurant qui me rappelait les derniers jours d'Helena à l'hôpital. Cette odeur de mort, déguisée en parfum de lys blanc. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Je pressai le pas. Mes chaussures glissèrent sur les feuilles, humides, et je faillis tomber contre une stèle de marbre noir. Le téléphone vibra encore. Les notifications s'enchaînaient, comme les battements affolés de mon cœur, chacune accompagnée de cette lueur spectrale qui transperçait l'obscurité. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu m'avais promis que nous ne nous quitterions jamais. Pour le meilleur et pour le pire, tu avais dit. Eh bien, voici le pire. Ma Peugeot m'attendait sous le réverbère défaillant, sa carrosserie noire se fondant presque dans l'obscurité. Je fouillais frénétiquement mes poches, cherchant les clés. Le métal froid me brûla les doigts, tant je tremblais. Dans le silence oppressant du cimetière, je n'entendais que ma respiration saccadée et le bourdonnement intermittent de l'éclairage public. « Je te vois, mon amour. » Je relevai brusquement la tête. Les fenêtres de l'église gothique me renvoyaient mon reflet déformé, spectral. Rien d'autre. Personne d'autre. Pourtant, cette sensation d'être observé me collait à la peau comme une sueur glacée. Les gargouilles, sculptées sur la façade, semblaient ricaner dans l'ombre. Leurs visages, grotesques, figés dans une grimace éternelle. Le moteur tout sauta avant de démarrer. L'habitacle s'emplit de l'odeur familière du vieux cuir et du désodorisant vanille qu'Helena avait insisté pour accrocher au rétroviseur. Mes phares balayèrent les stèles alignées, révélant des noms gravés dans le marbre, des dates qui marquaient des fins. Je manœuvrais pour sortir du parking, mais mon téléphone illumina l'habitacle d'une nouvelle lueur malsaine. « Tu conduis trop vite. Tu vas avoir un accident. » Instinctivement, je levai le pied de l'accélérateur. Le compteur indiquait 40 km/h, dans une zone limitée à 30. Helena avait toujours eu cette manie de surveiller ma conduite, de me reprendre sur les moindres excès. Même maintenant, morte et enterrée, elle continuait à jouer les copilotes anxieuses. « Ralentis, Marc, je ne voudrais pas que tu me rejoignes trop tôt. » Ma gorge se serra.
Elle connaissait mes peurs les plus intimes. Celle de mourir dans un accident, comme mon père. Celle de perdre le contrôle sur une route mouillée. De sentir la voiture déraper vers le fossé. Elena savait exactement où appuyer pour me faire mal. Quel souvenir exhumer pour me terroriser. Nous avons toute l'éternité devant nous, après tout. Les rues de Vincennes défilaient dans un brouillard d'angoisse. Chaque feu rouge me semblait interminable. À chaque arrêt, mon regard se portait instinctivement vers l'écran de mon téléphone, redoutant le prochain message. Les minutes s'étiraient comme des heures, ponctuées par la vibration incessante de l'appareil. Des piétons tardifs traversaient devant moi, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Ils me paraissaient irréels, comme des fantômes eux-mêmes, évoluant dans un monde parallèle où les morts ne harcèlent pas les vivants par messages interposés, où l'amour s'arrête à la tombe au lieu de la franchir comme une malédiction. Arrivé devant mon appartement, je restais un long moment dans la voiture, moteur éteint. Les fenêtres du 3e étage étaient noires, comme elles le resteraient désormais. Plus jamais Elena ne m'attendrait derrière ses vitres. Plus jamais sa silhouette ne se découperait dans la lumière chaude de notre salon. « Monte, j'ai quelque chose à te montrer. » Mes jambes refusèrent de me porter. Le message venait d'arriver, mais cette fois, quelque chose avait changé. Une lumière vacillante dansait maintenant, derrière les rideaux tirés de notre appartement. Une lumière douce, orangée, comme celle de la bougie parfumée qu'Elena allumait chaque soir avant de se coucher. La bougie que j'avais soufflée définitivement il y a 3 semaines, le jour de sa mort. Tu ne viens pas. Je composais machinalement le code de l'immeuble. 1947, l'année de naissance de sa grand-mère, celle qui lui avait transmis ce goût pour l'occultisme et les séances de spiritisme qui m'avaient toujours mis mal à l'aise. Elena prétendait que les morts ne partaient jamais vraiment, qu'ils restaient accrochés aux vivants comme des ombres tenaces. J'avais toujours pensé qu'elle divaguait, plus maintenant. L'ascenseur grinça en montant vers le 3e. Chaque étage me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas sûr de vouloir affronter. Dans le miroir cabossé de la cabine, mon reflet me renvoyait l'image d'un homme, vieilli de 10 ans, en une soirée. Mes cheveux étaient encore couverts de la poussière du cimetière, mes yeux creusés par l'angoisse. L'appartement d'en face était silencieux. Madame Dubois, la voisine octogénaire, devait dormir depuis des heures. Elle qui se plaignait toujours du moindre bruit après 22 heures. Elle qui tambourinait à la cloison quand Elena regardait ses séries télévisées trop fort. J'entends tes pas dans l'escalier. Tu montes lentement, comme quand tu avais peur de me réveiller après tes soirées entre hommes. Elle avait raison. Je gravissais les marches avec la même précaution, coupable que lors de mes retours tardifs. Cette habitude machinale me terrifia plus que tous ces messages réunis. Mon corps se souvenait d'Elena, même si mon esprit refusait d'accepter l'impossible. Le palier sentait l'encaustique et la poussière. Madame Petit du premier avait encore fait brûler de l'encens tibétain, habitude qui exaspérait Elena. Cette odeur de mort, disait-elle. Maintenant, c'était elle qui sentait la mort, et moi qui reconnaissais cette fragrance familière avec un pincement au cœur. La porte de notre appartement était entr'ouverte. Un ray de lumière dorée
s'échappait de l'entrebâillement, dessinant une ligne lumineuse sur le carrelage froid du palier. L'odeur familière de son parfum, jasmin et vanille, flottait dans l'air. Cette fragrance qui imprégnait chaque recoin de notre intimité, chaque tissu, chaque souvenir. Entre mon chéri, tu es chez toi. Ma main effleura la poignée. Le métal était étrangement chaud, presque brûlant. De l'autre côté de la porte, j'entendais un son que je connaissais par cœur. Le cliquetis de ses ongles sur l'écran de son téléphone. Elena avait toujours eu cette manie de tapoter nerveusement son portable quand elle était contrariée. Le même téléphone qui reposait maintenant dans sa tombe. Tu hésites ? Ce n'est pas ton genre pourtant. Tu as toujours été si décidé, si sûr de toi. Le salon s'ouvrit devant moi, dans une lumière tamisée. Tout était exactement comme Elena l'avait laissé 3 semaines plus tôt, avant que le cancer ne l'emporte. Sa tasse de thé encore posée sur la table basse, un film de graisse figé, flottant à la surface du liquide refroidi. Son livre ouvert à la page où elle s'était arrêtée, Les âmes mortes de Gogol, avec le marque-page en forme de croix que sa mère lui avait offert. Ses pantoufles abandonnées devant le canapé, encore imprégnées de la forme de ses pieds. Seul détail, incongru, son téléphone, posé sur l'accoudoir de son fauteuil préféré, s'illuminait à intervalles réguliers, à chaque nouveau message qu'elle m'envoyait. « Tu vois, je t'avais dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi si facilement. » Je m'approchais de l'appareil, comme on s'approche d'un animal dangereux. L'écran affichait notre conversation, ces dizaines de messages qu'elle m'avait envoyés depuis sa tombe. Mais le plus troublant n'était pas là. Le plus troublant, c'était la barre de batterie qui indiquait encore 40% de charge. 40% après 3 semaines sous terre. Tu te demandes comment c'est possible. Mes doigts tremblèrent au-dessus du clavier. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'osais lui répondre. Les mots s'affichèrent sur l'écran comme une profanation, une transgression de l'ordre naturel des choses. « Elena, tu es morte. J'étais là. J'ai vu ton dernier souffle. » La réponse arriva instantanément, comme si elle avait anticipé ma question, comme si elle m'observait à travers l'objectif de la caméra frontale, épiant chacun de mes gestes, chacune de mes expressions. La mort n'est qu'une transition, Marc. Tu le sais bien. Nous en avons souvent parlé. C'était vrai. Elena était passionnée par les expériences de mort imminente, les témoignages de ceux qui prétendaient avoir communiqué avec l'au-delà. Elle collectionnait les livres sur le sujet, participait à des forums en ligne, consultait des médiums. Moi, dans mon rationalisme d'ingénieur, je balayais tout cela d'un revers de main, sceptique. Sa bibliothèque témoignait de cette obsession, La vie après la mort de Raymond Moody, Nos amis les morts d'Allan Kardec, Communication avec l'invisible de Marcel Morette. Des dizaines d'ouvrages, aux couvertures, défraîchis, annotés de sa main fine, soulignés au crayon rouge. Tu ne m'as jamais cru. Tu pensais que j'étais folle, avec mes histoires d'esprit et de communication post-mortem. Son reproche me fit mal, plus mal que tous ceux qu'elle avait pu me faire de son vivant. Parce que c'était vrai. J'avais toujours considéré ses croyances comme des fantaisies,
des moyens d'échapper à la réalité de sa maladie. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse avoir raison. Mais maintenant, tu es obligé de me croire. Le téléphone vibra plus fort, comme animé d'une colère grandissante. L'écran vacilla, les couleurs se déformèrent. Dans le reflet de la vitre, je crus apercevoir une silhouette familière, assise dans le fauteuil où Elena passait ses dernières soirées. Une silhouette translucide, aux contours flous, mais indéniablement reconnaissable. « Tu me vois ?» Je me retournai brusquement. Le fauteuil était vide, mais l'empreinte dans le coussin suggérait qu'un poids invisible continuait de le comprimer. Les ressorts gémissaient doucement, comme sous le corps fantôme d'Elena. L'air sembla se refroidir d'un coup, et je vis mon souffle former des volutes de vapeur. Pas encore, mais bientôt. Il faut d'abord que tu comprennes. Comprendre quoi? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je ne peux pas partir? Un frisson glacé me parcourut l'échine. Dans ces derniers jours, Elena m'avait fait promettre de respecter ses volontés. Elle voulait être incinérée, ses cendres dispersées dans le jardin du Luxembourg, où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elle ne supportait pas l'idée d'être enterrée, enfermée dans un cercueil comme une poupée dans sa boîte. Mais sa famille, catholique pratiquante, s'était opposée à la crémation. Ils avaient exigé un enterrement traditionnel, menaçant de me traîner en justice si je ne respectais pas leurs exigences. Épuisé par les mois d'agonie d'Elena, brisé par sa disparition, j'avais cédé. Par lâcheté, par facilité, par épuisement. Tu m'as trahi, Marc. Le mot claqua dans le silence de l'appartement, comme un coup de fouet. Elena avait mis dans ce reproche toute la rancœur d'une âme prisonnière, toute l'amertume d'une promesse brisée. Tu savais ce que je voulais, tu me l'avais promis, et tu m'as laissé pourrir dans cette boîte, en bois, dans cette terre froide et humide. Mes larmes coulèrent librement sur mes joues. Elle avait raison. J'avais trahi la femme de ma vie au moment où elle en avait le plus besoin. Par lâcheté, par épuisement, par facilité. J'avais choisi le chemin le plus simple, celui qui m'évitait un conflit avec sa famille. La culpabilité me rongeait depuis l'enterrement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage dans le cercueil, paisible, mais accusateur. Chaque nuit, je m'imaginais sa voix me appelant depuis les profondeurs de la terre, étouffée par les planches de chêne et les pelletées de glaise. Je suis désolé, Elena. Je suis tellement désolé. Les excuses ne suffisent pas. Le ton de ses messages avait changé. Plus dur, plus implacable. L'Elena douce et compréhensive que j'avais aimée laissait place à quelque chose de plus sombre, de plus vindicatif. La mort avait exacerbé sa rancune, l'avait transformée en une force destructrice. Tu vas réparer ça. Comment? Tu sais comment? Mon sang se figea dans mes veines. Elena ne pouvait pas me demander ça. Pas elle, qui avait toujours eu tant de respect pour la loi, pour les convenances. Mais la mort avait peut-être changé ses priorités, effacé ses scrupules moraux. Il faut que tu me sortes de là, cette nuit. Elena, c'est impossible. C'est de la profanation de sépulture. Je risque la prison. Et moi,
Qu'est-ce que je risque? L'éternité dans cette prison de bois? Son argument me cloua le bec. Qu'était-ce que quelques années de prison comparées à une éternité de souffrance, si Elena était réellement coincée quelque part entre la vie et la mort, si elle souffrait réellement, alors je lui devais bien ça. N'était-ce pas moi qui l'avais condamnée à ce sort en cédant aux exigences de sa famille? Tu as peur? Le grand Marc, l'ingénieur rationnel qui ne croit à rien, a peur des fantômes. Sa moquerie me piqua au vif. Elena connaissait mes faiblesses, savait comment manipuler ma fierté masculine. Même morte, elle gardait cette capacité troublante à lire en moi, comme dans un livre ouvert. Elle savait que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'actes héroïques, que je n'étais pas le lâche qu'il avait abandonné dans sa tombe. Elle jouait sur ma culpabilité comme sur les touches d'un piano, composant une mélodie de remords et de regrets. Je ne suis pas un fantôme, Marc. Je suis ta fiancée, celle à qui tu as promis l'amour éternel. L'amour éternel. Cette expression avait pris un sens que nous n'avions jamais imaginé le jour où nous l'avions prononcée. Elena m'aimait si fort qu'elle refusait de me quitter, même dans la mort. Cet amour était devenu sa prison, et maintenant la mienne. Prends l'appel dans le garage. Tu sais où elle est. Je connaissais effectivement l'emplacement de chaque outil dans notre garage. Elena était méticuleuse, organisée. Chaque chose avait sa place, y compris cette vieille pelle que nous utilisions pour jardiner dans notre résidence secondaire en Normandie. Une pelle qui avait servi à planter des rosiers et qui allait maintenant servir à déterrer la femme que j'aimais. Il est tard. Les gardiens dorment. Personne ne te verra. Elle avait tout prévu, comme toujours. Elena avait cette capacité à anticiper, à organiser, à contrôler. La mort n'avait fait qu'exacerber ce trait de caractère, lui donnant une prescience surnaturelle. Et après, qu'est-ce que je ferais de ton corps? Tu sais ce qu'il faut faire, ce que j'ai toujours voulu. La crémation. Elena voulait que je vole son cadavre pour le faire incinérer clandestinement. L'idée était folle, dangereuse, probablement impossible. Mais ces messages continuaient d'arriver, de plus en plus pressants. Chaque minute qui passe me fait souffrir davantage. Cette terre pèse sur ma poitrine comme un étau. Je ne peux plus respirer, Marc. Ces mots me lacéraient l'âme. Si Elena souffrait réellement, si son esprit était prisonnier de son corps en décomposition, alors chaque seconde d'hésitation la torturait un peu plus. Je me levai d'un bond, incapable de rester immobile face à cette détresse. L'appartement me paraissait soudain étouffant, chargé de la présence invisible d'Elena. Chaque objet me rappelait sa souffrance, chaque recoin résonnait de ses appels au secours. « Je t'aime, Elena. » « Alors prouve-le. » La simplicité de sa réponse balaya mes dernières réticences. L'amour n'était-il pas censé triompher de tout, même de la mort, même de la loi des vivants? Si j'aimais vraiment Elena, je devais l'aider à trouver la paix, quel qu'en soit le prix. Je descendis au garage d'un pas déterminé. L'appel était là, exactement où Elena l'avait indiqué. Son manche en bois était poli par l'usage, familier sous mes paumes.
Cet outil qui nous avait servi à planter tant de rosiers allait maintenant servir à dotérer la femme que j'aimais. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. La même pelle qui avait donné la vie aux fleurs allait maintenant rendre la liberté aux morts. « Tu y vas ?»« Oui. »« Je t'aime, Marc, plus que tout, plus que la vie, plus que la mort. » Ces mots auraient dû me réconforter. Au lieu de ça, ils m'emplissaient d'une terreur sourde. L'amour d'Helena était devenu possessif, étouffant. Elle ne voulait pas me quitter, même dans la mort. Et maintenant, elle s'arrangeait pour que je ne puisse pas la quitter non plus. Le trajet de retour au cimetière me parut interminable. Chaque kilomètre m'éloignait un peu plus de la normalité, de la légalité, de la raison. Mais les messages d'Helena continuaient d'arriver, m'encourageant, me guidant, m'entraînant dans sa folie posthume. « Tu approches, je le sens. » Comment pouvait-elle le sentir? Cette question m'effleura l'esprit sans s'y attarder. J'avais abandonné toute prétention à comprendre rationnellement ce qui m'arrivait. Les rues étaient désertes. Seuls quelques noctambules attardés erraient encore sur les trottoirs, fantômes de la nuit parisienne. Un couple s'embrassait sous un réverbère, insouciant et vivant. Je les enviais de leur simplicité, de leur bonheur terrestre, qui s'arrêtait aux frontières du monde tangible. Le cimetière était plongé dans une obscurité totale. Seuls les réverbères de la rue principale projetaient une lumière blafarde sur les grilles d'entrée. Le portail principal était fermé, mais Helena connaissait mes habitudes d'escalade, du temps de nos sorties en montagne. Elle m'avait souvent vu négocier des passages difficiles. « Tu te souviens du mur est, celui près du caveau des Martineaux. Il y a une brèche dans le grillage. » Elle avait raison. Lors de nos promenades dominicales dans ce cimetière, Helena adorait ces lieux chargés d'histoire. J'avais remarqué cette faiblesse dans la clôture. À l'époque, c'était juste une observation anodine. Aujourd'hui, c'était ma porte d'entrée vers l'impossible. Je me glissais par l'ouverture avec plus de facilité que prévu. Mes vêtements s'accrochèrent aux barbelés, se déchirèrent. Des gouttes de sang perlèrent sur mes mains, mais je ne sentais rien. L'adrénaline et la détermination avaient anesthésié ma douleur. Continue tout droit, puis prends à gauche après la statue de l'ange pleureur. Helena me guidait dans le noir avec la précision d'un GPS. Elle connaissait chaque allée, chaque monument de ce cimetière qu'elle avait si souvent arpenté. Sa passion pour les lieux de mémoire prenait maintenant un sens tragique. L'ange pleureur se dressait dans l'obscurité, ses ailes de marbre déployées dans un geste de protection éternelle. Son visage figé dans la douleur me rappelait celui d'Helena dans son cercueil, paisible, mais marqué par la souffrance des derniers mois. « Tu y es !» Sa tombe se dressait devant moi, simple rectangle de terre fraîchement remuée. La couronne de roses blanches que j'avais déposée le matin même gisait fanée sur le monticule. Tout paraissait paisible, innocent. Rien ne laissait deviner l'horreur de ce que je m'apprêtais à accomplir. Commence par là. Mon téléphone s'alluma, éclairant brièvement l'endroit exact où planter la pelle. Helena dirigeait l'opération avec un sang-froid qui me glaçait. Comment la femme douce et délicate que j'avais aimée pouvait-elle orchestrer avec autant de précision
la profanation de sa propre sépulture. La première pelletée fut la plus difficile. Non physiquement, la terre était encore meuble, mais psychologiquement, ce geste franchissait une ligne rouge, m'entraînait dans un territoire inexploré où les règles habituelles de la civilisation ne s'appliquaient plus. Plus fort, Marc, plus vite. L'aube approche. Je creusais avec une énergie désespérée. Chaque coup de pelle me rapprochait d'Elena, mais aussi de la folie. La sueur trempait mes vêtements, malgré la fraîcheur nocturne. Mes mains se couvraient d'ampoules, mes muscles hurlaient, mais je n'arrêtais pas. Je te vois creuser, tu es beau quand tu travailles pour moi. Cette remarque me fit frissonner. Elena pouvait-elle réellement me voir? Était-elle là, invisible, penchée au-dessus du trou que je creusais pour elle? Cette idée aurait dû me réconforter. Au lieu de ça, elle m'emplissait d'un malaise grandissant. L'impression d'être observé ne me quittait plus. Parfois, du coin de l'œil, je croyais apercevoir une silhouette parmi les tombes, un mouvement furtif derrière les cyprès. Mais quand je tournais la tête, il n'y avait que l'obscurité et le silence. 1 heure plus tard, ma pelle heurta quelque chose de dur, le couvercle du cercueil. Mon cœur s'emballa. Dans quelques minutes, j'allais revoir Elena. Mais dans quel état? 3 semaines sous terre laissent des traces. L'amour serait-il plus fort que l'horreur de la décomposition? Tu y es presque, mon chéri. Encore un petit effort. Je dégageai la terre qui recouvrait encore le cercueil. Le vernis acajou brillait faiblement dans la pénombre. Ce bois précieux avait coûté une fortune, mais qu'était-ce face à l'éternité ou face à l'amour? Ouvre. Ma main hésita sur la poignée métallique. Une fois cette boîte ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Je basculerais définitivement dans un monde où la frontière entre la vie et la mort n'existait plus. N'aie pas peur, c'est toujours moi. Le couvercle s'ouvrit en grinçant. Une odeur douceâtre, écœurante, monta de l'intérieur. L'odeur de la mort. Mais au lieu du spectacle d'horreur que j'appréhendais, Elena m'apparut presque intacte, pâle, certes, mais belle encore. Ses cheveux châtains encadraient toujours son visage avec la même grâce. Et dans ses mains croisées sur sa poitrine, son téléphone continuait de briller. Tu vois, je t'attendais. L'appareil s'illumina au moment exact où elle prononçait ces mots. Elena gisait immobile dans son cercueil, mais ses messages continuaient d'arriver. Le plus terrifiant était cette synchronisation parfaite entre ses paroles virtuelles et sa présence physique. Maintenant, sors-moi de là. Je glissai mes bras sous son corps. Elena était plus légère que dans mon souvenir, comme si la mort avait emporté une partie de sa substance. Sa robe blanche, celle qu'elle portait le jour de notre rencontre, était encore impeccable. Seul son téléphone, incongru entre ses doigts rigides, trahissait l'étrangeté de la situation. Attention à ma tête. Tu sais que j'ai toujours eu le cou fragile. Cette recommandation presque banale dans un contexte si extraordinaire me fendit le cœur. Elena restait Elena, même dans la mort. Attentionnée, précise, légèrement hypocondriaque. Cette continuité de personnalité était plus troublante que n'importe quelle manifestation surnaturelle.
Je l'installai délicatement sur le siège passager de ma voiture. Sa peau était froide, comme le marbre, mais aucune trace de décomposition ne souillait sa beauté. On aurait dit qu'elle dormait, si ce n'était cette immobilité parfaite, cette absence de souffle qui trahissait son état. Où allons-nous? Tu le sais. Effectivement, je le savais. Elena m'avait souvent parlé de cette entreprise de pompe funèbre discrète, dirigée par un ancien ami de sa famille, un homme qui fermait parfois les yeux sur les procédures officielles, moyennant finance, un homme qui pourrait procéder à une crémation sans poser de questions. Monsieur Bertrand, 60 ans, veuf, sans enfant. Il avait connu Elena enfant, l'avait vue grandir. Quand elle était tombée malade, il était venu lui rendre visite à l'hôpital, apportant des fleurs et des souvenirs de jeunesse. « Il faut que tu m'aides à marcher. Je ne peux pas y arriver seul. » Cette demande me stupéfia. Elena voulait-elle que je fasse semblant qu'elle était vivante, que je l'aide à simuler une démarche normale devant les employés du crématorium? Ne t'inquiète pas, je guiderai tes gestes, contente-toi de me porter. Le voyage jusqu'à la banlieue sud de Paris se déroula dans un silence troublant. Elena ne m'envoyait plus de messages. Son téléphone restait silencieux entre ses doigts. Seule sa présence physique à mes côtés témoignait de la royalité de cette nuit cauchemardesque. Parfois, du coin de l'œil, j'avais l'impression qu'elle bougeait. Un léger mouvement de la tête, un frémissement des paupières. Mais quand je tournais franchement le regard vers elle, elle était parfaitement immobile, figée dans cette beauté de cire qui caractérise les morts récents. L'autoroute était déserte. Seuls quelques camionneurs et noctambules circulaient encore à 7 heures. Je croisais une ambulance, sirènes hurlantes, qui transportait peut-être un mourant vers l'hôpital. Ironique pensée, pendant que j'emmenais une morte vers sa libération, d'autres luttaient encore contre la faucheuse. Nous y sommes. Son message arriva au moment exact où j'apercevais l'enseigne du crématorium. Cette synchronisation continuait de me pétrifier. Comment Elena pouvait-elle être consciente de notre environnement sans ouvrir les yeux? L'établissement était fermé, évidemment. Mais Elena connaissait les habitudes de M. Bertrand, le directeur. Il habitait dans l'appartement au-dessus de son entreprise. Une lumière brillait à une fenêtre du premier étage. « Sonne, il viendra. » Ma main tremblait en appuyant sur la sonnette. Que dirais-je à cet homme? Comment expliquer ma présence à 4 heures du matin avec le cadavre de ma fiancée? Elena avait-elle prévu cet aspect de son plan? Dites-lui que c'est pour Elena Moreau. Il comprendra. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Monsieur Bertrand ouvrit la porte, un peignoir jeté sur ses épaules, les cheveux ébouriffés. Son regard passa de moi à Elena, puis revint se fixer sur mon visage avec une intensité troublante. « Je vous attendais », dit-il simplement. Cette phrase me glaça le sang. Comment pouvait-il nous attendre? Elena lui avait-elle parlé de son plan avant sa mort? Avait-elle tout orchestré à l'avance, préparant minutieusement sa résurrection technologique? « Elle m'a appelé », ajouta-t-il en désignant son propre téléphone. « Il y a 1 heure environ. Elle m'a dit que vous viendriez. » L'impossible devenait de plus en plus vrai.
Elena avait contacté cet homme depuis sa tombe, organisant chaque détail de son sauvetage posthume. Sa détermination à échapper à l'enterrement dépassait les barrières physiques de la mort. « Entrez, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Monsieur Bertrand nous guida vers la salle de préparation. L'endroit sentait les produits chimiques et les fleurs fanées. Des tables métalliques s'alignaient sous un éclairage blafard, créant une atmosphère à la fois clinique et lugubre. « Posez-la ici », indiqua-t-il en tapotant l'une des tables. J'allongeai délicatement Elena sur le métal froid. Dans cette lumière crue, sa beauté spectrale devenait encore plus frappante. On aurait dit une sculpture de marbre, parfaite dans son immobilité éternelle. « Le four sera chaud dans 2 heures, » annonça Monsieur Bertrand, avec un professionnalisme déconcertant. « Vous pourrez récupérer les cendres dès demain soir. » « Et mon téléphone ?» La voix d'Elena résonna soudain dans la pièce, claire et distincte. Monsieur Bertrand et moi nous figèrent. Le message venait d'arriver sur mon portable, mais nous avions tous les deux entendu sa voix, comme si elle avait parlé. Elena, elle, restait parfaitement immobile sur la table. « Brûlez-le avec moi. » Cette demande me surprit. Elena tenait à son téléphone comme à la prunelle de ses yeux. Cet objet était son lien avec le monde, sa fenêtre sur l'extérieur pendant ces derniers mois de maladie. Pourquoi vouloir le détruire maintenant? C'est ma prison autant que mon salut. Il faut que cela s'arrête. Sa prison. Elena réalisait-elle seulement ce qu'elle était devenue? Un fantôme numérique, prisonnier d'un appareil électronique, incapable de trouver la paix tant que cette connexion artificielle persisterait. Tu comprends, Marc? Je comprenais. Elena avait refusé la séparation au point de s'enchaîner à moi par-delà la mort. Mais cette liaison forcée était devenue un cauchemar pour nous deux. Elle devait couper le lien qui l'empêchait de partir en paix. Mais comment ferais-je pour te parler? Tu n'auras plus besoin de me parler. Je serai libre. Et toi aussi. Sa réponse contenait une sagesse douloureuse. Notre amour était devenu possessif, étouffant. Elena avait besoin de me libérer pour se libérer elle-même. Sa mort ne serait complète qu'en coupant tous les liens qui la retenaient au monde des vivants. Je glissai délicatement son téléphone entre ses mains jointes. L'écran s'illumina une dernière fois, affichant un message simple. « Je t'aime. Au revoir. » Monsieur Bertrand active les brûleurs. Les flammes jaillirent avec un rugissement sourd, transformant la chambre de combustion en brasier ardent. Dans quelques minutes, Elena et son téléphone ne seraient plus qu'un tas de cendres mélangées. « Merci », murmurai-je à son corps immobile. « Merci », répéta-t-elle dans un dernier message qui s'effaça aussitôt. Le four engloutit Elena et son téléphone dans un embrasement final. Je restai planté devant le hublot, regardant les flammes consumer ce qui restait de notre amour impossible. Peu à peu, la chaleur effaçait 3 semaines d'erreur, 3 semaines de souffrance partagée. Les flammes léchaient le corps d'Elena avec une tendresse terrifiante. Sa robe blanche se consumait en premier, révélant brièvement sa peau pâle avant qu'elle ne se transforme en cendre. Son téléphone fondit dans ses mains, le plastique et le métal se mêlant à sa chair dans une alchimie macabre.
Quand tout fut terminé, M. Bertrand me tendit une urne simple, en céramique blanche. Elle contenait Helena, enfin apaisée, enfin libre. Plus de messages, plus de reproches, plus de culpabilité, juste le silence et la paix qu'elle avait tant cherché. Elle m'avait prévenu, dit M. Bertrand, en refermant la porte du four. Elle savait que ce jour viendrait. Elle m'avait fait promettre de vous aider. Je dispersai ses cendres dans le jardin du Luxembourg, au lever du soleil. Le vent les emporta vers les arbres qu'elle aimait, vers les fleurs qu'elle chérissait. Helena était enfin chez elle, enfin libérée de sa prison de chair et de silicium. Mon téléphone ne vibra plus jamais. Pendant des mois, je vécus dans un silence apaisant, libéré du harcèlement posthume de ma bien-aimée. J'avais l'impression de pouvoir enfin faire mon deuil, de tourner la page sur cette histoire d'amour qui avait mal fini. Je changeai d'appartement, quittai Paris, pris un nouveau travail dans une ville où personne ne connaissait mon histoire. Je rencontrai d'autres femmes, essayais de reconstruire ma vie sur les cendres de mon passé. Parfois, la nuit, je pensais encore à Helena, mais sans cette angoisse qui me tenaillait auparavant. Du moins, jusqu'à ce matin, 3 mois après la crémation, un nouveau message a illuminé mon écran. Mon sang s'est figé en voyant les mots apparaître, lettre après lettre, comme dictés par une volonté invisible. Tu m'as manqué, chérie. Le numéro affiché est celui de Sophie, ma nouvelle collègue. Celle qui a eu un accident de voiture hier soir. Celle qu'on enterre demain. Son téléphone était dans son sac à main. Son sac à main était dans la voiture. La voiture qu'on vient de sortir de la Seine. Il n'y a plus de batterie dans ce téléphone noyé depuis 24 heures. Mais Sophie continue de m'écrire et je crois qu'elle a appris d'Helena. Elle sait maintenant comment ne jamais partir